accueillir à son siège afin de vous entretenir de 3 sujets d'actualité, à savoir la situation sécuritaire du pays, le dialogue politique et la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés de la majorité présidentielle. En matière sécuritaire, la mise à sac du siège de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, à Lubumbashi, et l'incendie de sa représentation à Kinshasa, les incidents meurtriers à Kolwezi entre les forces de l'ordre et la population civile, ainsi que la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, en Ituri et au Nord Kivu, retiennent particulièrement l'attention du G7. La mise à sac du siège de l'UNAFEC. À la suite de l'affichage des portraits de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, candidat choisi par le G7 pour la prochaine élection présidentielle, au siège de l'UNAFEC, en date du mardi 19 avril 2016, 3 jeeps de militaires se sont présentés devant le siège de l'UNAFEC et ont tenté d'arracher ces portraits. Leurs tentatives ont échoué par suite de l'opposition farouche du peuple de la Kenya, à qui le G7 rend un vibrant hommage. Dans la nuit qui a suivi, et pendant la journée du 20 avril 2016, d'autres militaires, en grand nombre et lourdement armés, ont à nouveau investi le siège de l'UNAFEC. Après de violents affrontements avec la population civile, ils ont cette fois-ci réussi à arracher les affiches de Moïse Katumbi Chapwe et à commettre des actes de vandalisme. Ces événements ont paralysé tout au long de la journée du 20 avril 2016 la vie dans la commune de la Kenya. Faisant fi de toute procédure légale en la matière, les services de l'ordre, assistés du procureur de la République, sont venus par la suite poser les scellés sur le siège de l'UNAFEC. Le bilan des affrontements s'élève à une vingtaine de blessés par balle et à plusieurs dizaines d'arrestations. De prime abord, le G7 s'étonne que l'affichage des portraits de l'honorable Moïse Katumbi, dont l'annonce en mars dernier de la candidature à la prochaine élection présidentielle avait été qualifiée de non-événement par la majorité présidentielle, ait conduit aux agressions contre l'UNAFEC à la fois à Kinshasa et à Lubumbashi. Le G7 dénonce avec véhémence cette entrave aux libertés fondamentales et au droit d'un parti politique légalement constitué d'exercer librement ses activités conformément à la Constitution et aux lois de la République. À ce sujet, nous rappelons que l'UNAFEC, soi-disant LMP, a été déboutée par la Cour d'appel de Kinshasa qui, par son jugement RCE 024 du 10 juillet 2015 et notifié le 5 février 2016, a confirmé que le seul et unique parti UNAFEC légal et légitime est bel et bien celui qui est sous la conduite du président Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Or, hier, à notre grande surprise, le tribunal de grande instance de Lubumbashi, saisi d'une plainte déposée par l'UNAFEC LMP, parti fantôme, qui prétend être seul dépositaire des couleurs et logos du parti, a condamné le président Kyungu au paiement d'une amende de 10 millions de francs congolais et 6 militants pour des peines. S'il fallait une preuve supplémentaire
que l'instrumentalisation à outrance de la justice congolaise, nous venons de la voir, cette preuve. Décidément, l'AMP ne respecte pas la République en poussant à l'incohérence de ses institutions. L'audience qui s'est déroulée hier de 15h à 3h du matin fut un moment qui restera gravé dans les annales de la justice qui s'est couverte de ridicule jusqu'à exiger les destructions des affiches du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Dans l'histoire politique de l'humanité et celle de notre République, c'est la première fois qu'une effigie fait trembler autant les tenants du pouvoir. Le G7 stigmatise également l'instrumentalisation des forces de l'ordre à des fins politiciennes ainsi que l'installation d'un État policier à travers tout le pays. Il tient à affirmer sa profonde solidarité à l'endroit du président Gabriel Kyungu-Wakumanza ainsi que de tous les membres de son parti. Moïse Katumbi Chapwe étant devenu la cible des attaques des hommes armés, le G7 met en garde tous ceux qui veulent attenter à son intégrité physique et ternir son image. Il tiendra le gouvernement de la République responsable de tout malheur qui arriverait à M. Moïse Katumbi Chapwe et demande à la MONUSCO de garantir sa sécurité. Sur le même chapitre de la sécurité des personnes et des biens, le G7 déplore les incidents de Kolwezi, au cours desquels 8 compatriotes sont tombés sous les balles des forces de l'ordre à la gâchette facile et au seul motif que la population affligée par le lâche assassinat un jour plus tôt de 2 autres compatriotes scandait des chansons hostiles au pouvoir. Le G7 dénonce la riposte disproportionnée des forces de l'ordre au cours des incidents de Kolwezi et exprime toute sa compassion aux familles des victimes. Il exige une enquête impartiale pour identifier les auteurs, co-auteurs et complices de ces incidents, ainsi que des poursuites judiciaires et des sanctions sévères contre eux. Dès à présent, le G7 ouvre à travers toutes les villes du pays des registres pour accueillir les témoignages des victimes des exactions et de la répression du pouvoir afin de lui permettre d'en saisir toute autorité nationale et internationale compétente. Du dialogue politique. Le G7 réaffirme qu'il ne participera pas au dialogue national convoqué par l'ordonnance du président Kabila du 28 novembre 2015. Il réitère son soutien à la résolution 2277 du Conseil de sécurité qui souligne la nécessité de respecter la Constitution et d'organiser les élections dans les délais qu'elle prescrit. Le G7 reste disposé à contribuer activement à la mise en œuvre de cette résolution et appuiera toute initiative allant dans ce sens. À cet effet, le G7 s'en tient à la proposition de mettre en place un panel de facilitation qu'il a faite avec la dynamique de l'opposition à la communauté internationale afin de rassurer et de garantir l'impartialité à toutes les parties concernées. Ce panel sera composé des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie à raison d'un délégué par organisation internationale. Cette équipe des facilitateurs sera appuyée par les représentants spéciaux habituels de nos partenaires. Quoi qu'il en soit, il est illusoire de penser qu'une rencontre politique peut réussir et contribuer à débloquer la situation actuelle sans sincérité et engagement formel du président Kabila et de ses partisans de respecter strictement la Constitution, ni prise en compte de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ni décrispation politique qui implique la libération des prisonniers politiques, parmi lesquels
les jeunes activistes de la Lucha et de Filimbi, l'ouverture de l'espace politique, la suppression du dédoublement des partis politiques de l'opposition, la réouverture des médias privés appartenant aux leaders de l'opposition et la fin des intimidations et de la traque des opposants. La saisine de la Cour constitutionnelle par la majorité présidentielle. D'emblée, il convient de rappeler au peuple congolais que la Constitution a fixé en ce qui concerne le mandat et l'élection présidentielle des termes de référence clairs, précis et contraignants, qui impliquent que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans et renouvelable une seule fois. Donc 5 plus 5 égale 10, non 11, 12 ou 12,5. Ce sont les articles 70 et 220 de la Constitution. Investi le 20 décembre 2011, Joseph Kabila arrivera au terme de son actuel et dernier mandat présidentiel le 19 décembre 2016 à minuit. Également la date de la convocation du corps électoral à 90 jours avant la fin du mandat, donc le 20 septembre en ce qui concerne Joseph Kabila, car son mandat expire le 19 décembre. C'est l'article 73 de la Constitution. Est-il besoin d'interpréter des choses aussi simples, des choses aussi claires? Pour le G7, si les élections ne se tiennent pas dans le délai constitutionnel, la responsabilité entière d'un tel échec incombera totalement à ceux qui sont au pouvoir et à eux seuls, qui ont planifié le blocage du processus électoral et mené la stratégie du fait accompli en cascade pour conduire le pays à l'impasse et obtenir un glissement extra-constitutionnel du mandat du président Kabila. Le G7 s'étonne que la majorité présidentielle saisisse la Cour constitutionnelle alors qu'elle réclame à corps et à cri la tenue de son dialogue national qu'elle présente comme la baguette magique aux entraves qu'elle a cyniquement dressées sur le chemin des élections et de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Tout indique qu'en réalité, l'initiative des députés nationaux de la majorité présidentielle vise 2 objectifs. Primo, éviter que la question ne soit débattue au cours du dialogue qu'elle tente pourtant de vendre à grand renfort de clips, d'affiches publicitaires et de chansons. Secondo, obtenir de la Cour constitutionnelle la prorogation du mandat de Joseph Kabila à la tête de l'État congolais au-delà du terme constitutionnel et ouvrir à la CENI la voie vers l'organisation de l'élection du nouveau président de la République en dehors du délai constitutionnel. Pour le G7, la démarche des députés de la majorité traduit les symptômes de la schizophrénie qui gagne un pouvoir rongé par les doutes sur son avenir. En effet, les députés de la majorité veulent rassurer leur chef qui, au soir du 19 décembre prochain, faute de pouvoir revendiquer la moindre once de légitimité, veut s'offrir à tout prix, y compris celui de la crédibilité de la haute cour, les contours d'une forme de légalité de façade. Tous les Congolais ont fini aujourd'hui par comprendre que le seul problème de Joseph Kabila est de rester au pouvoir au-delà de son mandat qui s'arrête le 19 décembre à minuit. Après avoir été mis à nu par le G7, Joseph Kabila est désormais démasqué par l'opinion nationale et internationale dans sa stratégie bien orchestrée de gagner du temps, conduire le pays à l'impasse et proroger son mandat à volonté et en violation de la Constitution. Cette stratégie de sabordage du processus électoral qui a consisté tour à tour, rappelons-le, à tenter de subordonner les élections au recensement général de la population et de changer la loi électorale, ensuite à installer précipitamment 21 nouvelles provinces, à instrumentaliser la Cour constitutionnelle et la CENI, et à asphyxier financièrement celle-ci pour qu'elle ne remplisse pas sa mission constitutionnelle, à voler d'échec en échec. La saisine de la Cour constitutionnelle par les députés de la majorité est donc une énième tentative
pour une seule et unique fin, à savoir contourner les échéances électorales fixées par la Constitution et donner une légalité au plan funeste de glissement pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple congolais. Tant sur le plan moral que sur le plan politique, il est injustifiable que des représentants du peuple, dont l'élection a été de surcroît sujette à caution en 2011, se cachent derrière la Cour constitutionnelle pour eux aussi se maintenir au pouvoir et conserver leurs privilèges au-delà de leur mandat. En effet, il ne fait à présent l'ombre d'aucun doute que les députés de la majorité présidentielle à leur tour veulent éviter de passer par la sanction du souverain primaire. Cette démarche trahit bel et bien la peur et le désarroi dans lesquels la famille politique du président Kabila se trouve actuellement. S'il fallait s'appesantir davantage sur la démarche de ces députés, il y a lieu de poser certaines questions que commande le bon sens le plus élémentaire. D'abord, le G7 ne comprend pas que les députés de la majorité s'empressent à introduire cette requête alors que la CENI n'a pas encore démarré, ne fût-ce que les opérations préélectorales. Ensuite, alors qu'ils ont encore une année de mandat devant eux, les députés de la majorité, pourquoi engagent-ils la Cour constitutionnelle à statuer sur leur sort qui ne fera l'objet d'un éventuel problème que le 22 février 2017, puisque leur pouvoir était validé le 22 février 2012. Et puis, pourquoi les députés de la majorité s'attachent-ils au mandat de Joseph Kabila alors que leur propre mandat n'est en rien lié à celui du président de la République? Enfin, pourquoi, après plusieurs années de silence, les députés de la majorité s'intéressent-ils seulement aujourd'hui au mandat des sénateurs dont leur gouvernement n'a pas voulu organiser l'élection à temps requis par la Constitution? Si d'aventure la Cour constitutionnelle, qui pour le G7 et les Congolais est, depuis son arrêt fort controversé sur l'élection des gouverneurs provisoires des nouvelles provinces totalement inféodées à Joseph Kabila et à sa majorité, décide malgré tout d'examiner la requête quant au fond, elle devra nous dire sous quel régime et pour combien de temps Joseph Kabila, qui resterait au pouvoir après la durée légale de son mandat, travaillerait-il? En clair, la Cour constitutionnelle ne pourra pas se limiter à affirmer que le président Kabila demeurera en fonction après le 19 décembre 2016, comme l'y invitent les députés de la majorité. Elle devra en plus donner un contenu à ce nouveau mandat présidentiel non issu des élections et à la légalité contestable. En effet, sans légalité constitutionnelle certaine, ni légitimité populaire, qui ne peut être conférée que par le peuple souverain à travers un scrutin au suffrage universel, conformément aux articles 5 et 220 de la Constitution, un président de la République qui ne tirerait pas son mandat que d'un arrêt d'une Cour constitutionnelle perçu comme à sa dévotion ou complaisante, ne peut, dans un régime démocratique, prétendre à la plénitude de l'exercice des prérogatives constitutionnelles et légales d'un chef d'État normal et régulier. Devenir un président émasculé et locataire précaire du palais de la nation, est-ce cela l'ambition du président Joseph Kabila? Le G7 interpelle la conscience morale et interroge l'éthique professionnelle des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle, qui portent désormais par leur comportement et décision la lourde responsabilité de la crise meurtrière post-électorale que ce pays avait connue en 2010. Qu'ils se souviennent aussi qu'en validant à la dernière élection présidentielle certaines candidatures indexées aussi bien par le peuple malgache que par la communauté internationale,
leurs collègues de Madagascar avaient contribué au dérapage du processus électoral et à l'exacerbation de la tension politique au sein de la population. Ce qui avait failli plonger les Malgaches dans une crise plus profonde encore, n'eussent été les interventions fermes de la SADC et de l'OIF. Le G7 exhorte les sages de notre haute cour à se racheter auprès du peuple et à éviter la reproduction de telles expériences à la République démocratique du Congo. L'histoire sanctionne toujours, tôt ou tard, ceux qui l'offensent et trahissent les peuples. Il appelle le peuple congolais à la vigilance et à se mobiliser pour imposer à tous le respect de sa constitution et arracher l'organisation des élections dans le respect de cette constitution en vue de l'alternance démocratique. Mesdames et messieurs de la presse, je m'en voudrais si je terminais cette communication sans vous dire que nous avons eu vent des récentes déclarations assorties d'invectives du porte-parole de la majorité présidentielle, qui a pris personnellement à partie 2 membres du présidium du G7, les honorables Olivier Kamitatou, vice-président chargé des relations extérieures, et Charles Mwando Nsimba, président en exercice de notre plateforme, qui à l'époque de la rédaction de la Constitution en vigueur était respectivement président de l'Assemblée nationale et président de la commission politique, administrative et juridique de la même chambre législative. Et puisque les honorables Olivier Kamitatou et Charles Mwando étaient au four et au moulin de la rédaction de la Constitution actuelle, nous pouvons dire que nous sommes mieux placés que monsieur le communicateur en chef de la majorité pour donner la quintessence de ces dispositions. Aussi, monsieur le communicateur en chef ferait-il mieux de suivre nos conseils donnés à la majorité présidentielle que de s'échiner à pervertir les dispositions constitutionnelles pour servir la cause de son nouvel employeur, après avoir contribué au naufrage du maréchal Mobutu, dont il a été longtemps le patron des services de sécurité. À cette allure, s'il n'y prend garde, son maître actuel court le risque de se retrouver un jour dans la posture funeste de son prédécesseur. En tout état de cause, nous sommes prêts à en débattre avec monsieur le communicateur de la majorité présidentielle dans une émission en direct à la télévision nationale, la RTNC, pour mieux éclairer l'opinion et lever tout équivoque à ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Nous aurions souhaité en appeler au gouvernement. C'est notre gouvernement, après tout. C'est le gouvernement de la République à laquelle nous appartenons tous. Mais quand des hommes armés tirent à balles réelles sur une affiche, alors on peut douter légitimement et même craindre qu'ils ne tirent à balles réelles sur celui qui incarne cette affiche. Raison pour laquelle nous en appelons vraiment au sens de la responsabilité de tout le monde, de la mesure et de la responsabilité des pouvoirs publics, des services de sécurité, du gouvernement, qu'il doit aussi protéger Moïse Katumbi. Et s'il lui arrivait malheur, nous l'avons dit ici, nous l'en tiendrions responsable. Mais en attendant, nous avons ici, en République démocratique du Congo, la MONUSCO, dont le mandat est clair. Nous en appelons à la MONUSCO également, pour veiller à la vie, qu'on n'attente pas physiquement, ni à ternir l'image de Moïse Katumbi, nous l'avons également rappelé ici. Les affiches de Moïse Katumbi au devant du siège d'un parti politique, UNAFEC, membre du G7, vous comme moi avez suivi notre conclave et les conclusions de ce conclave à travers une résolution des 7 partis membres du G7 qui ont appelé à la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine élection présidentielle. Nous avons tous, à l'unanimité de tous nos 7 partis, considéré que Moïse Katumbi nous représente valablement à cette élection présidentielle. Il est notre candidat à l'élection présidentielle et aujourd'hui, une délégation du G7 est partie, effectivement, lui porter la résolution. Vous l'avez entendu, Moïse Katumbi, qui avait dit que, eh bien, à son retour, il examinerait cette résolution. Je crois que c'est clair aujourd'hui que nous défendons
et nous voulons promouvoir l'image de Moïse Katumbi pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées à 1001 reprises. L'esprit de cette Constitution. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de notre pays. Vous savez que cette Constitution est le fruit d'un compromis, forgé d'abord lors du dialogue intercongolais, où nous avons adopté une première Constitution pour la transition du 1+4. Nous avons maintenant, effectivement, élaboré les 500 députés de la transition, les 108 sénateurs, la Constitution qui était soumise au référendum populaire. 85% de la population, dans son esprit, cette Constitution, c'est une rupture fondamentale avec la Deuxième République, de triste mémoire. C'est pour ça que nous avons voulu graver dans l'article 220 que le nombre du mandat était limité, que la durée du mandat était bien fixée, parce que nous ne voulions plus jamais que se reproduise un nouveau Mobutu en République démocratique du Congo. Ce combat pour lequel la FDL s'est battue, quand le président Joseph Kabila était étudiant en Tanzanie, le peuple congolais résistait à la dictature. La FDL n'a pas tiré une seule balle à Mbujimayi, pour prendre l'exemple. Pourquoi? Ce ne sont pas des Kadogo avec des bottes en plastique qui ont pris le pays. C'est la résistance populaire, associée effectivement à la résistance armée. Voilà l'esprit de cette Constitution. Mettre un terme aux divisions du pays, mettre un terme au communautarisme, à l'ethnicisation, faire une grande nation bâtie sur des principes démocratiques, la séparation des pouvoirs, les libertés fondamentales, l'alternance démocratique au terme des mandats gagnés par des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est ça l'esprit de la Constitution. Alors n'allons pas dévoyer cet esprit pour les caprices d'un seul homme qui veut rester au-delà du mandat lui fixé par le peuple congolais souverainement. Et quand j'entends dire que « Ah oui, mais repartons dans un référendum », le peuple congolais à 85% a dit « Cette question-là, ne me la posez plus. Nous avons trop souffert. Nous avons eu trop de morts, trop de victimes, trop de blessés, trop de larmes, trop de souffrances pour revenir encore à des dictatures. » Voilà l'esprit de la Constitution. Un État grand, fort, démocratique, moderne, capable effectivement de rassembler autour d'une vision, cette Constitution, 80 millions de Congolais, pour le présent et pour l'avenir. Une Constitution n'est pas quelque chose qui se revoit, qui se révise au gré des caprices. C'est un trait de fulgurance sur l'avenir du Congo. Elle a des limites, cette Constitution, mais c'est un acte fort de rupture avec le passé. Voilà l'esprit de cette Constitution, de l'article 220. Un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ce n'est pas un détail de la Constitution, c'est un des traits les plus essentiels de notre Constitution. C'est pour ça que nous nous battons avec tant d'énergie pour dire ne revenons pas au passé. Nous allons réécrire un très mauvais chapitre d'une histoire très sombre. Et vous le voyez à travers déjà ce que nous avons dressé de situation sécuritaire dans notre pays, ces velléités de revenir là où on avait trouvé le pays divisé, déchiré. Nous n'en voulons plus, nous voulons respecter ce qui était clairement établi et adopté par 85% des Congolais. Le débat, eh bien écoutez, le débat nous le voulons en direct. Les conditions du direct ne nous concernent pas. Nous ne voulons pas de ciseaux et de censure. Ce que nous avons à dire, nous devons le dire en direct à la nation congolaise, dans un débat, en contradiction avec M. Atundu ou n'importe qui. Et le vrai débat que vous devriez demander, c'est que le président de l'Assemblée nationale, Kamitatou, le président de l'Assemblée nationale, Kaméré, puisse débattre face à Boshab Évariste, président de l'Assemblée nationale, et Aubin Minakou. Ce serait un débat clair. Et chacun pourrait s'exprimer sur la Constitution, parce que chacun en a été le dépositaire. C'est ce débat que nous attendons, que tous les Congolais sachent d'où nous venons, ce que nous avons voulu bâtir ensemble, et les grands périls qui nous guettent si nous réouvrons les dispositions. Est-ce que le G7 s'y associe? Je vais tout simplement vous dire ceci, mes chers amis, la dynamique de l'opposition et le G7
ont mis en place, il y a 3 jours, une équipe d'experts qui traite de la question. Un peu de patience, vous serez fixé davantage sur notre attitude. Cette commission, cette équipe est en plein travail pour le moment. Je voudrais également souligner, parce que la requête se réfère à la Constitution. Mes chers amis, vous êtes de Congolais. L'avenir de la République démocratique du Congo est en train de se jouer autour de cette question de la Constitution. C'est pour ça que nous disons toujours, ça passe ou ça casse. Si on faiblit, si la Constitution est foulée aux pieds, c'est terminé. Tel vient au pouvoir, il n'est pas d'accord avec la décentralisation, il change. Tel vient au pouvoir, il n'est pas d'accord avec le Conseil supérieur de la magistrature, il supprime. Tel vient au pouvoir, il n'est pas d'accord avec la parité, il supprime. C'est ça l'enjeu fondamental. L'avenir de notre pays se joue. Et au G7, nous avions cru qu'après la conférence nationale, et surtout après l'accord de Sun City, et l'adoption de la Constitution, on ne reviendrait plus sur ce type de débat. Je souhaite ardemment que vous-même de la presse, que notre population preniez vraiment, vous-même et la population disait, conscience de cet enjeu majeur. Vous avez parlé de Edem Kodjo. Vous nous dites, pourquoi vous n'allez pas au dialogue? Je crois que Olivier Kabitatou, dans la communication qu'il vous a faite, a donné les raisons que nous ne cessons de donner tout le temps à l'opinion. Et il nous a été rappelé que Edem Kodjo a déclaré qu'il n'est pas venu violer la Constitution. Mais parce que vous êtes de la presse, il y a 48 heures, le même Edem Kodjo a parlé sur RFI à l'édition de 19h30 heure de Kinshasa. À la question de la journaliste de RFI, de savoir si il a obtenu de la majorité qu'elle respecterait le délai constitutionnel. Qu'est-ce que Edem Kodjo a dit? Je ne suis pas venu pour cela. Je crois que vous avez suivi ça. À la question de savoir s'il ne pouvait pas faire des démarches, dissuader la majorité pour qu'elle prenne une position claire là-dessus, il a répété, mon travail, ce n'est pas celui-là. À la suggestion qui lui a été donnée de parler au président Kabila et d'obtenir qu'il se prononce clairement sur le fait qu'il ne va pas se porter candidat et qu'il va quitter le pouvoir au 19 décembre, il a dit, ce n'est pas ça mon travail, je n'ai pas posé de telles questions au président Kabila. Alors, à quelle déclaration se fier? Voilà, nous n'inventons rien, ce sont des faits que vous avez suivis. Donc, jusque-là, il n'y a aucune raison objective de faire confiance à qui que ce soit, surtout pas M. Edem Kodjo, sur la question. Nous nous en tenons à ce que nous avons convenu avec la dynamique. Et Olivier vous a dit ça. Nous avons fait une proposition à la communauté internationale par une lettre écrite à Madame Zouma. Elle est laquelle? Je vous la rappelle. Un panel de facilitation parce que nous avons la résolution 2217, parce que dans le communiqué de Madame Zouma désignant M. Edem Kodjo, il est fait référence au communiqué de 4 organisations internationales du 16 février 2016. Nous avons dit un panel de facilitation composé d'un délégué de l'OIF, de l'Union africaine, des délégués aussi de l'Union européenne, des Nations unies. Et cette équipe-là, ce groupe de 4, va travailler avec l'appui de tous les envoyés spéciaux que vous connaissez. Vous pouvez nous dire, c'est capricieux. Non, ce n'est pas capricieux. C'est important, à cette phase précise, de sécuriser tout le monde et de garantir toutes les parties de la neutralité et de l'impartialité de la facilitation.
Parce qu'une facilitation est par définition neutre et impartiale si elle veut aboutir. Je crois que vous devez saluer cette avancée significative du côté du G7 et de la dynamique de l'opposition. Voilà, c'est tout. Donc je crois que les choses sont claires à ce stade-là. Alors, il y a une question qui a été posée sur l'article, l'esprit de l'article. Olivier s'est longuement étendu là-dessus. D'un mot, vous ne pouvez pas tout de même penser qu'au moment où nous rédigeons la Constitution, nous avons été des dieux pour concevoir qu'un jour, un de nôtres, à qui nous confions notre destin, va mettre en œuvre toute une stratégie pour ne pas avoir des élections et se prévaloir enfin de cette stratégie-là. Se prévaloir de l'article, de l'alinéa 2 de l'article 70. C'est ça le problème de fond. Au-delà des démarches juridiques et tout, le problème de fond est celui-là. Est-ce que nous avons pensé, nous, Congolais, les 85% qui ont adopté la Constitution, que Madame, Monsieur X, élu chef de l'État, va bloquer un jour le processus de démocratisation? Jamais. Jamais. C'est là que se pose la question de bonne foi et de volonté politique. Et on a parlé de l'UNAFEC. Je crois que l'ambassadeur va nous donner un peu plus de précision. Mais je voudrais quand même dire, parce qu'on a parlé de l'effigie, je ne connais pas une loi dans ce pays qui interdit ou qui pénalise le fait d'afficher la photo de quelqu'un dans sa maison, au siège de son parti. Ce n'est pas de la campagne électorale. Si c'était de la campagne électorale, à la limite, on comprendrait. C'est au siège de l'UNAFEC. Chaque parti, chaque citoyen est libre d'afficher l'effigie de qui il veut à son domicile, à son lieu de principal établissement. C'est là aussi le problème. Vous devriez plutôt vous offusquer du fait que maintenant, comme on nous a interdit à un moment donné du côté de Kolwezi là-bas, d'organiser même des processions funèbres, rappelez-vous, au mois de février, aujourd'hui on nous dit, n'affichez pas des photos dans vos sièges, dans vos maisons. Vous devriez, à mon sens, vous en offusquer sérieusement et dénoncer cela. Vous avez parlé d'un acte judiciaire, l'arrêt. Je vais lui laisser le temps de vous dire, ce n'était pas un arrêt. C'est une lettre du ministre de l'Intérieur qui prenait acte, je crois, des résolutions qui ont été adoptées et du fait qu'il y a une dissidence, ce qui n'est pas dans son rôle. Voilà ce que je voulais dire pour compléter Olivier. Peut-être que l'ambassadeur